Dans l'histoire mondiale, il y a de nombreux personnages significatifs, mais le plus connu d'entre eux est Napoléon Bonaparte. Pour être précis, selon une étude datant d'il y a 10 ans, c'est Jésus qui a été reconnu comme le plus célèbre, Napoléon II. Cependant, je propose de limiter la liste uniquement à ceux dont la personnalité, les années de vie et les détails biographiques ne suscitent aucun doute. Par conséquent, considérons Napoléon comme le plus connu, et la question qui suit est logique. Pourquoi? La réponse à cette question se trouve dans un endroit inattendu. Un article de Wikipédia intitulé « Le pénis de Napoléon ». Nous discuterons plus en détail du contenu plus tard. Pour l'instant, il nous suffit du fait qu'il existe une page distincte dans la plus grande encyclopédie en ligne, consacrée à l'organe génital de Bonaparte. Si cela n'est pas un signe d'une personnalité historique significative, qu'est-ce que c'est? Et si l'on parle sérieusement, l'immense popularité de Napoléon réside dans sa complexité. Il n'existe pas d'autre personnage historique dont les évaluations par les chercheurs soient aussi polarisées. Certains considèrent sincèrement Bonaparte comme le sauveur de la France, un grand réformateur, un génie militaire, un leader charismatique et un excellent amant de taille moyenne. D'autres qualifient Napoléon de dictateur, tyran et despote, ayant tué des millions de personnes. Que l'empereur de France est en quelque sorte un Hitler du XIXe siècle qui a tenté de conquérir autant de territoires que possible. Et l'une des raisons en est ce fameux complexe de Napoléon, sa petite taille, ses problèmes avec les femmes et son désir constant d'exagérer sa place sur le globe, comprendre laquelle de ces perspectives est la plus proche de la vérité sera facilité par une biographie détaillée de Bonaparte. C'est l'histoire d'un jeune provincial avec une mauvaise maîtrise du français et sans chance de grandeur historique qui est devenu non seulement empereur du pays, mais aussi maître de l'Europe. D'ailleurs, comment tout cela s'est-il terminé? Pourquoi? Et enfin, où a disparu le pénis de Napoléon? D'accord, reconnaissons-le. La vidéo a commencé rapidement, en seulement quelques minutes, et j'ai déjà dit le mot « pénis » 2 fois, 3 fois. En réalité, il s'agira d'une vidéo historique sérieuse, avec un grand nombre de faits, y compris des faits peu connus, ainsi qu'une déconstruction de mythes et d'idées reçues populaires. Napoléon est cette personnalité sur laquelle des centaines de livres épais ont été écrits, et cela alors que beaucoup d'entre eux ne couvrent que de courtes périodes de sa vie, s'étendant sur quelques années. Nous parlerons de Napoléon tant du point de vue de l'homme politique et du militaire, qu'en prêtant une attention particulière à sa vie personnelle, car dans l'histoire de Bonaparte, il est parfois difficile de comprendre où commence l'un et où se termine l'autre. En résumé, il y a beaucoup d'informations et peu de temps, donc partons directement en 17. Au début décembre, Paris est en pleine effervescence pour une grande célébration. Une foule nombreuse se rassemble au centre de la ville. Les gens saluent les victoires des Français dans les batailles contre les Autrichiens et le héros de ces victoires, le général Napoléon Bonaparte, âgé de 28 ans. Lors d'une réception au Palais du Luxembourg, les principaux acteurs politiques de la République française sont réunis. Beaucoup d'entre eux sont vêtus de costumes inspirés de l'Empire romain. Dans ce contexte, le jeune Bonaparte semble plutôt ridicule. Maladroit, de petite taille, en uniforme militaire et avec des cheveux tombant de chaque côté de son visage, sa coiffure est déjà démodée à ce moment-là. Napoléon prononce un discours solennel sur le fait que la France est enfin libérée de la tyrannie monarchique séculaire et qu'elle portera la liberté aux autres peuples d'Europe.
Tout cela, le jeune général l'exprime maladroitement et avec un fort accent, ce qui trahit ses origines non françaises et son manque d'expérience en matière de discours public. Lors du banquet solennel, Bonaparte ne mange rien, car il craint d'être empoisonné. Toute cette atmosphère festive et les éloges sans fin ne sont qu'une façade pour ce qui se passe réellement au palais. Tous les dignitaires réunis ont leurs propres objectifs politiques et des manigances en coulisses. L'un d'eux consiste à tenir le jeune général Bonaparte aussi loin que possible du pouvoir. La raison, elle réside dans le fait que la Révolution française a eu lieu 8 ans auparavant. Depuis lors, la situation dans le pays était loin d'être stable, en raison des forces politiques concurrentes et des représentants du pouvoir qui utilisaient souvent la loi à leur propre fin. Le sang a coulé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, où la guerre durait déjà depuis 5 ans. Le général, ayant remporté plusieurs victoires contre l'ennemi en peu de temps, est devenu incroyablement populaire auprès de la population et est perçu par beaucoup comme un homme capable de changer la situation dans le pays. Napoléon n'a que 28 ans. Dans son passé, il est difficile de discerner le moindre indice d'une ascension fulgurante. Son ascension est une rare combinaison de circonstances historiques, de qualités personnelles et de grandes chances. Un homme qui, à un moment donné, aura tout, né loin d'une famille riche dans l'un des endroits les plus pauvres. Dans le pays, Napoléon n'a que 28 ans. Une histoire fascinante. Pendant des siècles, le territoire était formellement sous le contrôle de la République de Gênes, mais en réalité, la population vivait sa propre vie et selon ses propres lois. Les relations civiles étaient souvent régulées par la force physique et la pratique de la vendetta. Les biens étaient échangés par le biais du troc et les terres étaient si rares qu'elles devenaient la cause de nombreuses alliances matrimoniales. C'est précisément ce qui se passe en 1764, lorsque Carlo Buonaparte épouse Letizia Romalini. On peut les considérer comme de la noblesse. Cependant, la Corse elle-même est un endroit si pauvre que l'origine noble ne signifie pas nécessairement une situation financière aisée. Pour la Corse, les années 50-60 du XVe siècle sont une période de lutte pour l'indépendance. Le principal protagoniste de ce mouvement est Pasquale Paoli et son fervent partisan est Carlo Buonaparte. Les combattants pour l'indépendance parviennent même à prendre le contrôle d'une partie de l'île. Cependant, en raison de dettes, les Génois vendent la Corse, devenue superflue, aux Français. Ceux-ci envoient des troupes pour rétablir l'ordre. En fin de compte, Paoli s'enfuit, tandis que Buonaparte, jugeant plus avantageux de collaborer avec le nouveau pouvoir, reste. La famille vit dans l'un des plus grands centres de l'île, Ajaccio. Mais compte tenu de la situation de l'île et de la population de la ville, qui s'élève à 4000 habitants, c'est tout de même un endroit isolé. La nouvelle autorité française s'intéresse à la Corse pour des raisons géopolitiques. Pour contrôler l'île, il faut des élites loyales. Les Français mettent simplement en avant les familles les plus notables de l'île. Les Buonaparte font partie de celles-ci. Tout cela peut sembler être des détails complètement superflus. Mais en réalité, chacun des faits et personnages mentionnés jouera un rôle important dans la vie de notre héros. Après que la Corse devient une partie de la France, plusieurs mois passent. En revenant de l'église, Letizia Buonaparte ressent des contractions. Ce jour-là, un garçon naît, auquel on donne un nom loin d'être populaire, Napoléon.
Nous sommes en 1769. C'est la mère qui est la véritable maîtresse de la maison Buonaparte, une femme au caractère fort et strict. Bien plus tard, Napoléon reconnaîtra qu'il a tout accompli grâce à sa mère. Le père de Carlo est un homme au caractère faible, qui exerce une pratique juridique et un service administratif, mais n'atteint aucune hauteur professionnelle, ni dans l'un ni dans l'autre. On sait presque rien des premières années de Napoléon. Selon certaines sources, il était un enfant calme et heureux, tandis que d'autres affirment qu'il se battait et se comportait de manière agressive. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Bonaparte souffre d'un fort manque d'éducation primaire. Il ne commence à étudier qu'à l'âge de 9 ans, lorsque son père décide que Napoléon fera carrière dans l'armée. Cependant, avant de se rendre à l'école militaire française, Buonaparte doit apprendre à parler et à écrire un peu en français. En effet, à l'époque, on utilise un dialecte local de l'italien en Corse. Napoléon suit un cours de français, dispensé par un prêtre local, et cela suffit amplement pour entrer dans l'école militaire. Cependant, Bonaparte n'apprendra jamais parfaitement la langue. La grammaire et le vocabulaire en souffriront, et son accent trahira ses origines corses. À l'école militaire de la ville de Brienne, dans le nord de la France, il y a un peu plus de 100 élèves. La moitié d'entre eux étudient aux frais de la couronne, car leurs parents sont des membres de la noblesse. Napoléon se trouve justement dans... Napoléon fait justement partie de ce groupe. L'éducation à Brienne est plutôt générale que militaire. Philosophie, histoire, mathématiques, escrime et musique. Néanmoins, cet établissement est soumis à une discipline stricte, sans vacances ni retour à la maison prévue. Toute la famille de Napoléon vit toujours en Corse. Les autres élèves perçoivent Bonaparte presque comme un étranger en raison de son accent et de la réputation de la Corse comme lieu de vie. Aucun des traits du grand futur dirigeant n'est remarqué chez Napoléon à Brienne. Une exception pourrait être l'histoire semi-mythique d'une bataille de neige entre élèves, où c'est Bonaparte qui a dirigé ses camarades de classe. On ne sait pas si cette histoire est en partie vraie. Après 5 ans, les élèves partent poursuivre leur éducation dans des écoles militaires, avec une spécialisation plus étroite. Napoléon souhaite rejoindre la marine pour servir sur un navire. Cela semble séduisant, car cela implique une action constante, même en temps de paix. Cependant, le commandement décide que la place de Bonaparte est dans l'artillerie. Ce corps d'armée a besoin de personnes ayant des compétences en mathématiques, et Napoléon excelle justement dans ce domaine. Cependant, le commandement décide que la place de Bonaparte est dans l'artillerie. Le jeune Bonaparte, âgé de 15 ans, est envoyé dans une école militaire à Paris. En réalité, il s'agit plutôt d'un établissement ou d'une académie, des matières générales, une formation militaire sérieuse et une discipline très stricte. L'un des élèves décrira plus tard Napoléon comme étant peu sociable, avec une estime de soi élevée et de grandes ambitions. Bonaparte lit beaucoup, principalement l'histoire des grands personnages et généraux du passé, Alexandre le Grand, César et d'autres. Il excelle toujours en mathématiques et en géographie, mais son point faible, en tant que futur souverain de l'Europe, reste les langues. 2 ans plus tard, Napoléon passe ses examens et se classe parmi les 58 étudiants. Parfois, ce fait est cité comme preuve de l'ordinarité de Bonaparte, mais en réalité, il réussit les examens presque en candidat libre. De nombreux autres étudiants s'y préparaient depuis 1 an ou 2 de plus. Le jeune Napoléon
âgé de 16 ans, est affecté à un régiment d'artillerie dans la ville de Valence, au sud du pays, avec le grade de sous-lieutenant. La maturation du jeune officier se fait rapidement, d'autant plus qu'il devient membre de la famille Buonaparte. Pendant ses études, son père Carlo meurt subitement. La raison est probablement un cancer de l'estomac, et il est probable que Napoléon mourra lui aussi de la même maladie. Ayant obtenu un congé, Buonaparte retourne auprès de sa famille pour la première fois en 8 ans. Son frère aîné et son oncle ne peuvent pas remplacer le chef de famille, et son père ne laisse presque rien derrière lui, si ce n'est des dettes. Désormais, la situation financière du clan dépendra en grande partie de Napoléon. Il devra également s'occuper de l'éducation de ses jeunes frères et sœurs. Buonaparte passera près de 2 ans auprès de sa famille, s'occupant des affaires familiales. On ne sait pas comment il a réussi à obtenir un congé aussi long de la part du commandement, mais quoi qu'il en soit, il retourne ensuite au service. Buonaparte mange peu et économise de l'argent pour l'envoyer à sa famille. Un hobby inattendu du jeune Napoléon est l'écriture. Il compose des nouvelles naïves et maladroites. C'est un passe-temps assez courant à l'époque, y compris parmi les militaires, ce qui est tout à fait compréhensible dans un contexte sans YouTube ni réseaux sociaux. Ils ont besoin de se divertir d'une manière ou d'une autre. Napoléon continue de lire beaucoup les écrits de l'inspirateur idéologique de la Révolution française. Les envoyer à sa famille. Napoléon continue de beaucoup lire les écrits de Rousseau, l'inspirateur idéologique de la Révolution française, font une forte impression sur le jeune officier. Il commence à considérer le pouvoir du roi comme absurde et dépourvu de sens, et l'Église comme une institution nuisible qui empêche les citoyens de se consacrer à la principale tâche de leur vie terrestre, à savoir le service de l'État. En un mot, à 17 ans, Buonaparte s'intéresse peu à peu à l'extrémisme et à l'insulte des sentiments des croyants. Ces sentiments de Napoléon coïncident avec les événements qui se déroulent dans le pays. La monarchie française est manifestement en faillite, tant sur le plan politique qu'économique. Des révoltes locales éclatent à travers le pays, et au milieu de l'année 1789 a lieu la célèbre prise de la Bastille, à Paris, qui est considérée comme le début de la Révolution française. Le cœur de Buonaparte est du côté des manifestants. Cependant, en même temps, il est officier militaire et se rend dans une petite ville pour réprimer les troubles. Un mois plus tard, une révolte éclate également dans son unité. En fin de compte, il part pour la Corse. Napoléon, encore adolescent, était un fervent admirateur de ce même mouvement des Corses pour l'indépendance de l'île, aux côtés du père de Buonaparte, au début des années 90. Avec le père de Buonaparte, au début des années 90, Paoli parvient à un accord avec les autorités françaises, revient et dirige l'île comme un département de la France. Mais en réalité, il nourrit des projets d'indépendance pour Napoléon. Les quelques années suivantes seront une période où son destin aurait pu prendre une direction complètement différente. D'une part, Buonaparte est impressionné par l'idée de l'indépendance de la Corse. D'autre part, il est également un fervent admirateur de la Révolution républicaine. Et de plus, il est un officier actif de l'armée française. Le frère aîné de Napoléon, Joseph, collabore avec Paoli et est élu au congrès local dans sa ville natale d'Ajaccio. Napoléon soutient son frère de toutes les manières possibles et participe activement à la vie sociopolitique de l'île. Peu à peu, il devient colonel de la toute nouvelle garde nationale de l'île de Corse et,
par exemple, s'occupe de réprimer une révolte dans sa ville natale d'Ajaccio. Il échoue dans cette tâche, et non seulement il ne parvient pas à apaiser la foule, mais en plus, un de ses subordonnés trouve la mort au cours de l'opération. Paoli est mécontent de Buonaparte et l'accuse de puérilité, ce qui est en grande partie vrai. Napoléon a à peine 20 ans, il est encore très jeune. Il s'occupe de réprimer la révolte dans sa ville natale d'Ajaccio. Napoléon a à peine plus de 20 ans. Il est un jeune officier inexpérimenté. Pendant plusieurs années, Buonaparte se rend périodiquement en France. Là-bas, il ne se contente pas de se présenter dans son unité militaire et de demander sans cesse un nouveau congé pour retourner en Corse, mais il parvient également à obtenir une promotion. Il est désormais capitaine de l'armée française. À ce moment-là, Napoléon a deux options. Il peut se concentrer entièrement sur son service à la jeune République française ou devenir l'un des principaux défenseurs de l'indépendance de l'île de Corse. En un sens, le destin fera le choix pour lui. Ses relations avec Paoli se détériorent progressivement, notamment parce que ce dernier est un grand admirateur de l'Angleterre, l'ennemi juré des Français. La situation devient si tendue que toute la famille Buonaparte doit être évacuée d'urgence, car les partisans de Paoli prévoient de se venger d'eux. Napoléon et ses proches déménagent dans le sud de la France. À cette époque, un événement terrible se produit dans le pays, la Grande Révolution française. Ce n'est pas si grande, c'est-à-dire que l'ampleur des changements était certes énorme au cours du processus. Au cours du processus, la monarchie est tombée et la République française est née. Cependant, si vous ouvrez simplement les articles sur ces événements sur Wikipédia, en anglais ou en français, ils seront simplement appelés Révolution française. L'une des principales raisons réside dans la contradiction, la brutalité et les événements sanglants qui l'accompagnent. Le mot « grande » confère tout de même une forte connotation positive à cet événement. Un autre point important à comprendre est que la Révolution française ne se limite pas à un jour, un mois, voire une année. Cet événement s'est étendu sur presque des décennies. Pendant les années où Napoléon vit entre la Corse et la France, des événements comme la prise de la Bastille, l'assaut du Palais Royal par les manifestants, l'arrestation du monarque en exercice Louis XVI et l'exécution de lui et de son épouse Marie, Antoinette, se produisent progressivement. À l'intérieur de la France, il y a une lutte constante entre les révolutionnaires radicaux, les jacobins, les révolutionnaires modérés et les royalistes, qui sont les partisans du retour à la monarchie. À l'extérieur, le pays est en guerre avec la plupart des puissances européennes, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et d'autres. Cela ne plaît clairement pas aux monarques locaux. Mais, comme on le sait, chaque crise représente de nouvelles opportunités, et la biographie de notre héros en est la meilleure preuve. La Révolution jouera sans doute un rôle central dans la vie de Napoléon. Après leur fuite de Corse, la famille Bonaparte s'installe dans le sud de la France. En même temps, les Jacobins instaurent le terrorisme à travers le pays. De nombreux membres de la noblesse sont arrachés de leurs maisons, pillés et tués. Bonaparte fait également techniquement partie de la noblesse, mais, heureusement, en dehors de la Corse, ils sont inconnus. Ainsi, dans une relative sécurité, Napoléon nie de toutes ses forces toute information concernant un soutien ou des liens avec les séparatistes. À ce moment-là, on peut déjà être condamné à l'héliotisme pour cela. Kanque, et il répète avec insistance qu'il est né
après que l'île soit passée sous le contrôle de la France. Je rappelle que l'écart entre ces événements n'est que de quelques mois. Pendant ce temps, une coalition de puissances européennes attaque la France dans le but de rétablir la monarchie. La flotte anglaise débarque à Toulon et occupe la ville, qui est un port important, sûr. Lors de l'attaque, le capitaine de l'artillerie locale est tué et Napoléon est nommé à sa place. La principale tâche consiste à reprendre la ville, ce qui semble à beaucoup tout simplement impossible. Les Bonaparte s'attaquent avec énergie à l'exécution de l'ordre. Ils rassemblent des canons et des munitions, envoient des soldats dans les villes voisines pour les récupérer, mettent en place la production de boulets et d'installations pour les canons, et forment également des hommes. Napoléon choisit très soigneusement l'emplacement de son artillerie. Il comprend qu'il est crucial de contrôler tous les accès maritimes à la ville, car le seul chemin par lequel les Britanniques reçoivent des munitions et des provisions est l'eau. Dans le processus, il n'hésite pas à critiquer son commandant immédiat et à s'adresser à la hiérarchie supérieure pour qu'elle approuve son plan d'action. La première attaque de la ville se solde par un échec. Lors des suivantes, Napoléon est blessé et son cheval est tué sous lui. Cependant, au final, ils coulent plusieurs navires anglais et prennent la ville. Le reste de la flotte britannique est évacué en urgence et les troupes françaises entrent dans la ville. Elles tuent, pillent et violent les habitants qui... Le reste de la flotte britannique est évacué en urgence. À Toulon, comme dans le sud du pays en général, il y avait de nombreux partisans de la monarchie, et ils étaient ravis de l'arrivée des Anglais. Bonaparte reçoit le titre de général de brigade et est nommé commandant de l'artillerie de l'armée française sur le front italien. Il n'a alors que 24 ans, soit seulement 10 ans après avoir terminé l'école militaire. Il parvient pratiquement au sommet de la hiérarchie militaire. Il est certain que le fait que Napoléon obtienne le titre de général si tôt n'est pas seulement dû à son mérite, mais aussi à une grande chance. Au cours des quelques années de la Révolution, beaucoup de ceux qui occupaient des postes élevés dans l'armée ont soit fui, soit été exécutés. Les forces armées françaises manquaient de 900 généraux. D'un autre côté, il ne faut pas sous-estimer la contribution de Bonaparte lui-même. Il a prouvé qu'il possédait non seulement un talent militaire, mais aussi des qualités de leader. Il est intéressant de noter qu'un camarade d'armes de cette époque décrivait Bonaparte comme un homme bien proportionné, fort et de stature moyenne. Et puisque j'ai mentionné le mot « stature », examinons cela de plus près. En réalité, la taille de Napoléon est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pendant longtemps, on a cru que Napoléon était petit. Selon les notes de l'un de ses médecins personnels, sa taille a été légèrement inférieure à 160 cm. Les caricaturistes de l'époque le représentaient souvent comme un homme de petite taille, se moquant précisément de cette caractéristique de son apparence. On peut également se rappeler le surnom de « petit caporal » qu'il avait autrefois dans l'armée. Ainsi, il semble clair d'où provient le complexe de Napoléon. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ces dernières années, de nombreux articles ont été publiés affirmant que la taille de Napoléon était tout à fait moyenne. La plupart des caricatures moqueuses ont été dessinées par des Anglais, les principaux ennemis de la France napoléonienne. Ainsi, il n'est donc pas surprenant qu'il le présente sous un jour défavorable. Sur les peintures françaises, il est souvent entouré de personnes et n'est clairement pas le plus petit. Et surtout, il s'est avéré que les chiffres dans les notes du médecin personnel de Bonaparte étaient dans un système de mesure obsolète. Si l'on les convertit en système moderne,
Cela donne une taille d'environ 168 100 pesos. Pour Napoléon, pas un géant, mais une taille tout à fait moyenne pour un homme français de cette époque. On pourrait donc penser que le mythe est démystifié. Cependant, ce n'est pas encore la fin. Les peintures françaises ne doivent pas être considérées comme un argument fiable. De nombreux artistes qui ont représenté Napoléon pratiquaient une sorte de Photoshop du XIXe siècle, c'est-à-dire que leurs œuvres flattaient simplement l'empereur, y compris en ce qui concerne sa taille. De plus, certaines ont été réalisées après sa mort, ce qui les rend peu objectives. Mais le plus important n'est même pas cela. À plusieurs reprises, les écrits de contemporains de Bonaparte mentionnent sa petite taille à différentes époques. On peut bien sûr supposer que toutes ces notes ont été rédigées par des personnes très grandes, mais cela semble peu probable. En résumé, la situation est très confuse. Une chose est certaine, Napoléon n'était pas un géant de 2 mètres, plutôt, ce n'est pas objectif. Il est probable que sa taille était effectivement légèrement inférieure à la moyenne. Par exemple, il est connu que même ses frères étaient plus grands que lui. L'expression « complexe de Napoléon » peut avoir une autre origine, à savoir ses relations avec les femmes. En tant que jeune officier de 18 ans, Bonaparte a tenté de perdre sa virginité. Pour cela, il s'est rendu dans le quartier rouge local pour engager une prostituée. Le jeune homme a réussi seulement à sa 3e tentative. Les manières maladroites de Napoléon ont été décrites à plusieurs reprises par ses contemporaines. Souvent, lors des bals, il restait soit silencieux, soit racontait des choses absurdes, soit riait de manière inappropriée. Son premier véritable roman a lieu juste après qu'il ait obtenu le grade de général. Son frère aîné Joseph épouse la fille d'un riche marchand de tissus. Napoléon est amoureux de la sœur cadette de la mariée, Désirée Clary, âgée de 16 ans. Leur romance se déroule principalement à distance par le biais de correspondances. De nombreuses lettres ont été conservées, et elles révèlent en Napoléon un personnage assez sentimental et immature. Il lui propose rapidement de l'épouser. Cependant, les parents de Désirée déménagent à Gênes, qui est en état de guerre. Mais surtout, ils ne soutiennent pas l'idée d'un mariage avec Bonaparte, donc la question reste en suspens pour un temps. Néanmoins, la correspondance entre les amoureux se poursuit. Bonaparte passe beaucoup de temps à Paris. Là, il entretient des relations étroites avec le frère du radical révolutionnaire Robespierre. Cependant, Robespierre devient la victime d'intrigues politiques, ce qui conduit par la suite à un coup d'État. Lui et plusieurs dizaines de ses partisans sont exécutés. Cela le mène presque à la guillotine. Après avoir clarifié la situation, il est finalement libéré. Les années 90 du XVIe siècle en France sont marquées par une série sanglante de révoltes et de coups d'État, où différentes forces politiques, émergées au cours de la Révolution, tentent de s'approprier le pouvoir. En 1795, un nouveau crise politique se profile. À ce moment-là, le pouvoir dans le pays est contrôlé par des révolutionnaires plutôt modérés, mais ils ne parviennent pas à garantir la stabilité ou la légitimité. En même temps, il existe des révolutionnaires extrêmes qui aspirent à une révolution totale. À l'autre extrémité de ce processus politique se trouvent les royalistes, partisans du rétablissement de la monarchie. Il est d'ailleurs intéressant de noter que leur nombre est assez élevé, y compris parmi les élites. Les partisans de la République ne peuvent bien sûr pas envisager le retour de la monarchie. Pour eux,
Cela signifierait non seulement la fin de leur carrière politique, mais peut-être aussi la fin de leur vie. Un pressentiment de révolte royaliste flotte dans l'air. Un homme politique connu de la Révolution française, nommé Paul Barras, est responsable de la répression de l'insurrection. Il est bien sûr impossible de le faire sans des forces militaires. Barras a besoin d'un général loyal, et selon ses propres souvenirs, Napoléon n'est pas son premier choix. Mais après que quelques prétendants se sont retirés en raison d'accusations de trahison, Barras se tourne vers le jeune Bonaparte, qui a déjà fait ses preuves. Ce n'est pas que Napoléon admire le pouvoir en place, mais ce qui le dérange profondément, c'est l'arrivée des royalistes au pouvoir. En effet, tous ses succès de carrière, il les doit à la Révolution. La phase active de l'insurrection royaliste commence le 5 octobre 1795. La veille, Bonaparte a positionné 40 canons et 7000 soldats au centre de Paris. Le nombre de rebelles est 4 fois supérieur. Cependant, Napoléon a disposé les canons et les hommes de telle manière que ils doivent progressivement s'infiltrer à travers les ruelles étroites. Cela fait des insurgés des cibles faciles. Bonaparte les mitraille avec ses canons. La révolte est réprimée. Napoléon se voit attribuer un grade encore plus élevé de général de division, et il devient en fait le gouverneur militaire de Paris. Barras, une forte présence militaire dans une ville où, en période de crise et de pénurie alimentaire constante, la menace de nouvelles émeutes existe. Napoléon, il faut le reconnaître, s'adapte rapidement à son nouveau rôle. Il parcourt la ville en grande pompe, veille au maintien de l'ordre et s'occupe constamment de diverses réformes. Pendant son temps libre, on peut souvent le croiser, par exemple, au théâtre. Un jour, en traversant un quartier pauvre de la ville, il entend le cri d'une femme. Elle accuse Napoléon, comme d'autres représentants du pouvoir, de vivre dans l'opulence, pendant que le peuple souffre de la pauvreté. Napoléon, en entendant cela, descend de son cheval, s'approche de la femme et demande à haute voix aux personnes présentes qui parmi eux est le plus gros. À cette époque, Bonaparte est encore un jeune homme élancé. À l'époque, il est encore un jeune homme élancé, tandis que la femme qui l'a interpellé est plutôt ronde. La situation provoque le rire des personnes rassemblées. Mais en réalité, la Parisienne a en quelque sorte raison. La situation financière de Napoléon à ce moment-là est plutôt confortable. De plus, la source de ses revenus n'est pas tout à fait claire, car officiellement son salaire n'est pas élevé. Pourtant, il parvient à bien subvenir non seulement à ses besoins, mais aussi à ceux de toute sa famille. 1795 est une année réussie pour Napoléon, tant sur le plan professionnel que personnel. Il existe une belle histoire sur la façon dont un garçon se rend chez le commandant militaire de Paris. Il a besoin d'une autorisation pour récupérer le corps de son père, l'aristocrate exécuté, le général de Beauharnais. Le lendemain, soit Napoléon lui-même apporte le document signé, soit la mère du garçon se rend chez lui, mais qu'importe, il rencontre ainsi Joséphine. Elle est née dans une famille de planteurs français, sur l'île de la Martinique dans les Caraïbes. À 16 ans, elle est mariée à l'aristocrate Alexandre de Beauharnais. Ce mariage n'est pas heureux. Son mari la trompe et est un abusif. Napoléon apporte le document signé. Après la Révolution, il n'est resté au pouvoir que peu de temps. Puis il a été accusé de trahison et exécuté. Joséphine, en tant qu'épouse, a également été emprisonnée, et il y avait un grave danger qu'elle soit également envoyée à la guillotine. Les prisons révolutionnaires de Paris
ne sont pas des lieux très agréables. Les détenus, et en particulier les femmes, étaient victimes de violences et établissaient elles-mêmes des relations, car on pensait que les femmes enceintes n'étaient pas envoyées à la guillotine. C'était une période difficile. Après sa libération, elle était à la recherche d'un mari qui pourrait subvenir non seulement à ses besoins, mais aussi à ceux de ses 2 enfants. Cependant, Joséphine a 32 ans, ce qui est déjà beaucoup pour l'époque, et selon les souvenirs de ses contemporains, elle ne brillait pas par sa beauté. Elle avait de mauvaises dents, ce qui la poussait à préférer le silence en société. L'histoire de la première rencontre entre Napoléon et Joséphine est probablement une invention. Elle fréquentait souvent les cercles élevés de Paris, et en cette même année 1795, elle était la maîtresse de Paul Barras. Cela signifie qu'il est probable qu'elle ait croisé Napoléon. Bonaparte est follement amoureux d'elle. Tense. On considère que Barras, en apprenant cela, conseille à Joséphine d'épouser Napoléon. Cependant, cette idée ne lui plaît pas beaucoup. « Je n'épouserai jamais ce chat botté », dit-elle. Napoléon, néanmoins, continue avec insistance à lui faire des avances et à la couvrir de cadeaux. Sa première lettre à Joséphine date de décembre 1795, probablement après leur première nuit ensemble. Le texte de la lettre montre clairement que Napoléon est aux anges. L'une des raisons est probablement que Joséphine était la première amante expérimentée de sa vie. Dans le grand monde, on savait depuis longtemps quel était son niveau de compétence dans ce domaine. Dans l'une de ses lettres à une amie, Joséphine dit que tout le monde lui conseille d'épouser Bonaparte, mais qu'elle ne l'aime pas vraiment. De plus, la différence d'âge la gêne. Elle a 6 ans de moins. À cette époque, Napoléon reçoit une nouvelle promotion. Il est nommé à la tête de l'armée italienne. Il s'agit des troupes françaises opérant sur le territoire. Avant cela, Napoléon n'avait dirigé que l'artillerie et n'avait pas d'expérience militaire complète en tant que grand commandant. Il est possible que la rapide ascension de Bonaparte dans la hiérarchie militaire soit l'une des raisons pour lesquelles Joséphine accepte de l'épouser. Napoléon est tellement absorbé par sa nouvelle nomination qu'il arrive avec plusieurs heures de retard à son propre mariage. C'est une cérémonie civile modeste qui se déroule dans la précipitation, en violation des règles. Les témoins ont moins de 21 ans, et l'acte de naissance de la mariée est falsifié. Elle y apparaît 4 ans plus jeune. Napoléon ne demande pas la permission de sa mère pour se marier, ce qui est tout à fait contraire à la tradition corse. Il sait qu'elle n'approuverait pas le choix de la mariée. Quelques jours après le mariage, il part pour rejoindre l'armée. Désirée Clary, apprenant la nouvelle de son mariage, écrit qu'elle a le cœur brisé. Napoléon s'en moque déjà. Il envoie à Joséphine une lettre d'amour et la signe pour la première fois, non pas à la manière italienne Bonaparte, mais à la française Bonaparte. Pour ce général de 20 ans, commander une armée entière représente un défi dans sa vie. Sous ses ordres se trouvent des généraux qui, d'une part, sont plus âgés de 10 à 20 ans, mais surtout qui ont de l'expérience au combat. Pour eux, Napoléon apparaît comme un jeune homme qui a simplement réussi dans les intrigues politiques de la capitale et qui ne comprend rien à la guerre. Sur les peintures françaises du XIXe siècle, on peut souvent voir Bonaparte ou d'autres chefs militaires menant leurs valeureux soldats en avant. L'armée italienne, lorsque Bonaparte arrive dans son canon, est tout le contraire. Les soldats manquent non seulement de canons et de munitions, mais ils n'ont même pas de vêtements
ou de chaussures adéquates. Beaucoup ressemblent à des épouvantails plantés dans un champ plutôt qu'à des militaires. Napoléon s'attelle immédiatement à corriger cela. Il organise un prêt financier pour les besoins de l'armée, met en place la logistique et l'approvisionnement. Il est sans doute important de rappeler la situation géopolitique générale. La France est toujours en guerre contre la coalition des grandes puissances européennes, et l'objectif principal est de restaurer la monarchie et de ramener sur le trône français la dynastie des Bourbons, qui régnait avant la Révolution. Sur le front italien, où Napoléon a été envoyé, son armée fait face aux Autrichiens et la logistique et l'approvisionnement. L'Italie, au sens moderne du terme, n'existe pas encore. Tout le territoire est composé de royaumes indépendants. Napoléon comprend que tant que les Autrichiens contrôleront les territoires italiens à la frontière avec la France, cela représentera une menace permanente. Le problème de l'armée de Napoléon ne réside pas seulement dans l'état des troupes, mais aussi dans leur nombre, à une époque où les batailles sont principalement remportées grâce à un avantage en effectif. Cela est crucial. Bonaparte comprend que la stratégie habituelle, qui consiste à déployer les troupes aussi largement que possible le long du front, ne mènera qu'à sa défaite. Il décide donc de concentrer ses forces dans une direction étroite. Cette approche porte ses fruits. Lors des premières batailles, le corps expéditionnaire de Napoléon parvient, grâce à des actions tactiques réussies, à diviser l'armée sarde et l'armée autrichienne, étant donné que leur nombre est inférieur à celui des troupes françaises lorsqu'elles sont séparées. Cela rend la victoire finale beaucoup plus probable. Après plusieurs batailles fructueuses, le roi de Sardaigne accepte un armistice. Cependant, les Autrichiens, de leur côté. Cependant, malgré ces victoires, Bonaparte perd de nombreux hommes. C'est précisément lors de la campagne italienne que sa capacité à présenter le souhait comme une réalité et à exagérer considérablement ses réalisations dans ses rapports à la hiérarchie à l'issue des batailles se manifeste pour la première fois de manière éclatante. Napoléon exagère considérablement les obstacles rencontrés par son armée ainsi que les pertes de l'ennemi. En même temps, il minimise ses propres pertes. Néanmoins, il faut reconnaître que Napoléon, malgré son inexpérience, gère bien le commandement d'une armée entière. Il parvient non seulement à fournir aux soldats des armes, des vêtements et des salaires, mais surtout à leur inculquer un sentiment de grande mission, leur faisant croire qu'ils sont en train de créer l'histoire et d'apporter la liberté de leurs propres mains. Bonaparte écrit constamment à Joséphine, y compris après des batailles difficiles et épuisantes. Il lui demande de venir et ne comprend pas pourquoi elle est toujours à Paris. La raison, bien sûr, est les bals triviales, les théâtres et la vie mondaine. Dans une certaine mesure, Napoléon soupçonne cela, mais à ce moment-là, il est trop occupé par le déroulement de la campagne militaire. Bonaparte remporte encore plusieurs victoires importantes contre les Autrichiens, parmi lesquelles les célèbres batailles d'Arcole et de Rivoli. En fin de compte, la situation des Autrichiens se détériore au point qu'il devient probable que Napoléon atteigne Vienne. De nombreux habitants de la ville commencent progressivement à faire leurs valises. Et bien que Bonaparte lui-même envisage également de telles possibilités, en réalité, ses troupes ont subi des pertes suffisamment graves et sont trop épuisées pour continuer et atteindre Vienne. Cependant, même la possibilité théorique que les soldats français entrent dans la capitale autrichienne pousse les Autrichiens à entamer des négociations. De plus, Napoléon les mène lui-même, sans trop consulter la Directory. À ce moment-là,
C'est l'organe suprême de pouvoir en France. En d'autres termes, Bonaparte dépasse ses propres prérogatives et commence à s'occuper de politique internationale en concluant des accords avec les Autrichiens. L'une des raisons de ce comportement est, bien sûr, l'essor de la popularité de Napoléon. Il est peu probable que Bonaparte soit au courant de l'expression « marque personnelle », mais c'est en réalité ce qu'il fait. Beaucoup de ses rapports, exagérés à la hiérarchie, sont imprimés et affichés dans les rues. C'est Napoléon qui initie la publication de journaux de propagande, dont le principal objectif est de faire connaître les succès de l'armée napoléonienne. Le nom de Bonaparte devient suffisamment connu parmi les gens ordinaires en France et dans les territoires contrôlés en Italie. Napoléon commande également son portrait officiel, une pratique assez courante parmi les hauts commandants militaires, le célèbre tableau intitulé « Napoléon Bonaparte au pont d'Arcole » apparaît. Cette peinture est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le personnage représenté ressemble bien sûr à Napoléon à la fin du XVIe siècle, mais il faut reconnaître que l'artiste lui a fait de nombreux compliments. Deuxièmement, lors de la bataille d'Arcole, Napoléon a effectivement mené ses troupes et a fait preuve de bravoure. Cependant, selon différentes sources, il n'a soit pas atteint le pont du tout, soit est tombé juste en entrant sur le pont, et les actions se sont poursuivies sans lui. Cela démontre une fois de plus les succès de Bonaparte dans le domaine de la propagande. Cependant, pour être objectif, il est impossible de ne pas reconnaître que Napoléon est un commandant talentueux. Il l'a prouvé lors de la campagne d'Italie et le démontrera encore à plusieurs reprises. Même les plus grands critiques de Bonaparte aujourd'hui reconnaissent ses capacités militaires. Après des victoires triomphantes, Joséphine finit par rendre visite à Napoléon. Elle a longtemps retardé son voyage autant qu'elle le pouvait. Elle a même menti dans ses lettres en disant qu'elle était enceinte, mais finalement, il était devenu impossible de mentir, et elle se rend à Milan, où elle est accueillie comme l'épouse du héros. Napoléon est fou de joie, bien que, dans le contexte des rumeurs concernant un amant, il ait parfois envoyé des lettres à sa femme en lui disant qu'elle ne signifiait plus rien pour lui. Le comportement de Joséphine est tout à fait compréhensible pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet. Napoléon et Joséphine évoquent un peu Roméo et Juliette, mais c'est loin d'être le cas. Il l'aimait, elle ne l'aimait pas, et cette romance s'avérera beaucoup plus intéressante et complexe. Mais cela, nous en parlerons un peu plus tard. Après la campagne d'Italie, Napoléon revient à Paris en triomphateur. Il est connu et s'est considérablement enrichi grâce aux biens qu'il a rapportés d'Italie. S'enrichir pendant les campagnes militaires sur le territoire ennemi est une pratique courante, tant parmi les simples soldats que parmi les hauts gradés de l'armée de cette époque. Un général populaire est extrêmement désavantageux pour de nombreux représentants du pouvoir français. Il peut devenir politiquement dangereux. C'est pourquoi Napoléon doit recevoir une nouvelle affectation. Peu importe où exactement, l'essentiel est de s'éloigner de Paris. Continuer à diriger l'armée italienne ne l'intéresse pas. Après le traité conclu, son influence a considérablement diminué. Napoléon envisage une attaque contre la Grande-Bretagne, mais abandonne rapidement cette idée. Les Anglais ont une flotte bien trop puissante par rapport aux Français. Alors, Bonaparte propose de prendre le contrôle de l'Égypte, afin d'affaiblir considérablement les positions de la Grande-Bretagne en Inde par la suite.
Napoléon est soutenu dans cette idée par le ministre des Affaires étrangères, Lyran, un homme qui jouera un rôle crucial dans le destin futur de notre héros. Ainsi, 1798, Napoléon. Il abandonne rapidement cette idée. Ainsi, l'année 1798, Napoléon se rend en Égypte. Il est accompagné de près de 140 000 soldats. Sur le territoire égyptien, Bonaparte fait face aux habitants locaux, une puissante caste militaire des Mamelouks. À son arrivée, Bonaparte souhaite atteindre le Caire le plus rapidement possible et choisit un chemin court à travers le désert. Cela s'avérera être une grave erreur tactique. Les troupes, non préparées aux conditions désertiques, s'épuisent rapidement en raison du manque d'eau, de nourriture et de vêtements appropriés. Il fait trop chaud le jour, trop froid la nuit. En outre, il y a des raids périodiques des Mamelouks. Après quelques semaines, l'armée parvient à Le Caire. Malgré la fatigue générale, Napoléon remporte la victoire sur les Mamelouks lors de la célèbre bataille des Pyramides. Ici, il est impossible de ne pas évoquer le récent film hollywoodien sur Napoléon, dans lequel Bonaparte grimpe sur les pyramides. Cela, bien sûr, relève de la fiction artistique. De nombreux critiques ont été interpellés par cette scène également, parce que Napoléon, en plus de son armée, a emmené avec lui en Égypte un grand nombre de savants pour étudier le pays et ses monuments anciens. D'ailleurs, Bonaparte lui-même était un homme cultivé et curieux qui... Napoléon, dans lequel Bonaparte grimpe sur les pyramides, cela relève bien sûr de la fiction artistique. Napoléon établit rapidement son autorité. Dans ses plans, il souhaite faire de l'Égypte une colonie française. Cependant, en dehors du Caire, les troupes contrôlent mal la situation. Les Anglais attaquent par la mer et détruisent presque toute la flotte de Napoléon. Dans d'autres régions du pays, le pouvoir des Mamelouks et des Turcs est fort. Bonaparte commence une campagne en direction de la Syrie. Napoléon utilise à nouveau sa tactique préférée, agir rapidement et prendre des décisions en fonction de la situation, en exploitant les opportunités qui se présentent. Cette approche lui a valu de nombreuses victoires. Cependant, les circonstances ne se déroulent pas toujours favorablement. Lors du siège de la ville de Jaffa, l'armée subit de lourdes pertes, mais tout semble indiquer qu'il va prendre la ville. Bonaparte envoie un émissaire avec une demande de capitulation. Cependant, les locaux exécutent le soldat. Napoléon finit par prendre la ville et fait exécuter 3000 prisonniers de guerre. Selon les normes modernes, cela constitue un crime de guerre. Mais à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, la morale de la guerre était bien sûr un peu différente. Cela dit, cela reste tout de même perçu comme qu'il va prendre la ville. Ensuite, la tentative de Napoléon de prendre Acre échoue et les troupes sont contraintes de se retirer épuisées. De plus, Napoléon reçoit des nouvelles inquiétantes en provenance de France. D'une part, des personnes de son entourage, y compris son frère, confirment le fait que Joséphine a un amant. D'autre part, le pays traverse une nouvelle crise politique et économique. Bonaparte décide qu'il doit retourner à Paris. Malgré des succès mitigés en Égypte, il est accueilli comme un héros dans son pays, en partie grâce au fait qu'il exagérait parfois ses victoires dans ses rapports et qu'il parlait même de succès inexistants. Une autre raison de la popularité de Bonaparte est la fatigue du peuple envers les dirigeants en place. En 10 ans, les réalisations de la Révolution ont largement perdu de leur éclat, et les principaux organes de pouvoir étaient composés de personnes corrompues, agissant uniquement dans leur propre intérêt.
Sur la scène internationale, à ce moment-là, la France perdait ses propres conquêtes, y compris celles que Napoléon avait réalisées en Italie. Dans ce contexte, un général à succès et populaire est l'un des bons candidats pour le poste. Le conspirateur parvient à obtenir le soutien de l'armée, réussissant à rallier de nombreux généraux à sa cause. Au cours de plusieurs jours, en novembre 1799, il force les autres membres de la Directory à signer une déclaration de démission, tout en abolissant les chambres législatives en activité. Une nouvelle constitution est adoptée, prétendument approuvée par la volonté du peuple, bien que de nombreuses voix aient été falsifiées. De nouveaux organes de pouvoir apparaissent, dont le principal est le consulat, composé de 3 membres, Napoléon étant le plus important d'entre eux. Ainsi, Bonaparte devient en réalité le chef de la France à l'âge de 30 ans. Il n'est toujours pas entièrement clair comment Napoléon est devenu le premier consul parmi les 3. Soit il a lui-même obtenu ce poste par la force, soit il a été placé là, temporairement, avec la condition qu'il se relève plus tard. Spoiler, personne ne se relèvera. Le provincial corse a certainement rêvé de quelque chose de plus grand depuis son enfance. Depuis son enfance, il lisait des livres sur de grands chefs militaires et des figures du passé, mais certaines de ses premières notes ne révèlent pas vraiment un désir de pouvoir immense. Certes, on peut y trouver des réflexions sur le fait qu'un pouvoir dictatorial conviendrait au pays pour rétablir l'ordre et assurer la stabilité et la légalité. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faisait allusion à lui-même, ou que ses ambitions dépassaient celles de l'armée. Le fait qu'il se retrouve effectivement à la tête de l'État au début du XIXe siècle est, bien sûr, le résultat d'un grand nombre de circonstances. Après le coup d'État, la République française adopte en réalité un modèle présidentiel où le pouvoir est concentré entre les mains du premier consul. Cependant, selon l'idée des conspirateurs comme Sieyès, il devrait en réalité contrôler le premier consul et, par conséquent, le pays. Napoléon prend rapidement conscience de cela et commence à faire preuve d'autonomie. Par exemple, il fait des concessions à l'Église. Après la Révolution, la religion est en réalité sous interdiction, et la nouvelle idéologie repose sur d'autres valeurs. Bonaparte lui-même n'est pas du tout un fervent admirateur de l'Église catholique. En réalité, il est d'abord anti-religieux, reconnaissant l'existence de Dieu, mais ses concessions à l'Église sont de nature pragmatique. Il comprend que ceux qui souhaitent revenir au pouvoir, les réalistes, sont encore populaires en grande partie à cause de leur intention de permettre à nouveau aux gens d'aller à l'Église. C'est pourquoi Bonaparte ordonne d'ouvrir les temples et de permettre aux croyants d'assister au service le week-end et les jours fériés. Napoléon remplace également plusieurs membres du gouvernement par des personnes loyales à lui. L'un des principaux pour Bonaparte devient Joseph Fouché, ministre de la police. Celui-ci crée notamment une police secrète, un réseau d'agents payés qui surveilleront et informeront sur les intrigues et les conspirations. Un autre point crucial pour Napoléon est la répression de la dissidence, en premier lieu au sein des troupes et dans la presse. Pour cela, sur son ordre, des officiers déloyaux sont renvoyés de l'armée et la grande majorité des publications, 60 sur 7, sont fermées. Parmi elles, quelques-unes restent indépendantes pour donner l'illusion de la liberté d'expression, mais contrôler quelques publications est bien plus simple que de gérer plusieurs dizaines. Si je donne une liberté totale à la presse, je ne pourrai pas garder le pouvoir même 3 mois, déclare Bonaparte lui-même. La censure s'étend également au théâtre, où les comédies sont les premières
à être ciblées, car elles peuvent ridiculiser et mettre en lumière les vices du pouvoir. Bonaparte va même jusqu'à retoucher sa propre biographie. Par exemple, des documents concernant ses liens avec les séparatistes corses sont détruits. Les opposants à Napoléon l'accusent immédiatement de dictature, tandis que ses partisans affirment qu'il s'agit de mesures nécessaires pour sauver la France de l'anarchie. Si vous pensez qu'il s'agit d'une question de débat que les historiens ont pu résoudre au cours des 200 dernières années, vous vous trompez. Napoléon fait également un autre geste symbolique. Il emménage au palais des Tuileries, l'ancienne résidence des monarques français. Là, il ordonne d'abord d'effacer tous les graffitis révolutionnaires. Son emploi du temps est principalement assez conservateur. Il se lève à 7 heures du matin, on lui lit les journaux ou un roman pendant qu'il se rase. Ensuite, il commence à travailler sur des documents et à recevoir des ministres. Napoléon agit très rapidement. Napoléon, très rapidement, jusqu'à la fin de sa vie, dîne en 15 minutes, ce qui est probablement même étrange pour le chef de la principale puissance gastronomique. Lors de périodes de grande responsabilité, Bonaparte peut se coucher et se lever à des heures complètement différentes. Mais dans tous les cas, les informations selon lesquelles il ne dormait que 4 heures relèvent plutôt du mythe. Ses relations avec Joséphine évoluent progressivement vers une nouvelle étape. Bien que beaucoup l'encouragent à divorcer, Napoléon ne le fait pas, en partie pour ne pas nuire à son image. Mais surtout, il aime vraiment Joséphine. Elle n'est plus là pour lui, du moins dans le sens romantique. Mais progressivement, ils trouvent un format de relation qui leur convient. Bonaparte a des maîtresses. Il lui pardonne ses aventures. Et surtout, elle devient une personne importante, qui apportera dans sa vie le sentiment nécessaire d'harmonie et de tranquillité. L'usurpation du pouvoir par Bonaparte se fait sous le prétexte d'assurer la stabilité dans le pays, et il faut reconnaître que cela commence à porter ses fruits. Il divise tout le territoire français en une centaine de départements. Bonaparte a des maîtresses. Chaque département est divisé en préfectures, et ainsi de suite. Ce système administratif est en vigueur en France jusqu'à aujourd'hui. Le système judiciaire est également réformé, et bien sûr, d'importantes transformations économiques sont mises en œuvre. La trésorerie française a lutté contre la menace de la faillite tout au long du XVIe siècle, et pour stabiliser le système, une partie des biens publics est vendue, et de nouveaux impôts sont introduits. Mais surtout, la Banque de France apparaît, le principal régulateur du système financier. Comme jadis, le héros de Bonaparte, Rousseau a défini les concepts de tyran et de despote. Selon Rousseau, un tyran peut enfreindre la loi pour accéder au pouvoir ou le maintenir. Un despote, en revanche, est celui qui se place au-dessus de la loi. En 1800, Napoléon est sans aucun doute déjà un tyran, mais pas un despote. Un autre aspect important de la stabilité est la fin de la guerre avec les monarchies européennes. Bonaparte essaie d'abord de négocier avec l'Angleterre, puis avec l'Autriche, mais ni l'un ni l'autre ne sont disposés à mettre fin à la guerre. Par conséquent, Napoléon se prépare à des actions militaires actives. Il inspecte lui-même les troupes et participe activement aux batailles. Mais pas un despote. Les troupes de Napoléon remportent plusieurs victoires majeures contre l'Autriche, ce qui permet à la France non seulement d'assurer la sécurité de sa frontière, mais aussi d'accroître son influence en Europe. Napoléon signera un traité de paix avec l'Autriche et un an plus tard, même avec la Grande-Bretagne.
Mais en réalité, cela comptera peu pour les monarchies européennes. L'existence même de la République française constitue une menace existentielle. Les pays d'Europe tentent de lutter contre Napoléon non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à l'intérieur de la France. Louis XVI, descendant de la dynastie des Bourbons, vit en Angleterre et est prêt à reprendre le trône français à la première occasion. L'une des façons d'y parvenir est d'éliminer Bonaparte. Au cours des années suivantes, il y aura environ 30 tentatives d'assassinat contre Napoléon. Des attaques à l'arme blanche aux tentatives d'explosion. Beaucoup d'entre elles seront orchestrées par des royalistes. Cependant, toutes les tentatives échoueront. Parfois, Napoléon aura de la chance. D'autres fois, le ministre de la Police, Fouché, accomplira bien son travail. Napoléon, d'ailleurs, essaie de ne pas rendre publiques les nouvelles concernant les attentats, pensant que cela nuira à son image. À cette époque, Bonaparte travaille sur ce qui s'avérera être l'un des principaux résultats de sa vie, le Code civil. Il s'agit d'un vaste système juridique qui influencera non seulement la France, mais sera également adopté par de nombreux pays à travers le monde. Avant Napoléon, la France avait de nombreuses lois disparates. Après la Révolution, plusieurs tentatives ont été faites pour organiser tout cela en un code unique. Mais ces efforts n'ont pas abouti. Il est important de comprendre ici que Napoléon n'écrivait pas lui-même toutes les lois. Au contraire, il ne rédigeait rien lui-même. Parfois, il pouvait formuler des propositions, et celles-ci étaient parfois assez étranges. Par exemple, lorsqu'ils essayaient de déterminer lequel des jumeaux devait être considéré comme le premier enfant, et lequel comme le second, Bonaparte a suggéré que celui qui est entré en premier dans l'organisme de la mère est celui qui est sorti en second, et qu'il est donc légalement le premier enfant. Une logique implacable. Mais sérieusement, dans tout ce qui ne concernait pas les batailles militaires, les principaux, d'autres réformes majeures de Bonaparte concernaient l'éducation, en particulier l'enseignement scolaire. Pendant longtemps, cela a été la prérogative de l'Église. Par décret de Napoléon, plusieurs dizaines d'écoles élémentaires et secondaires sont ouvertes dans le pays, ainsi que des lycées. En résumé, en quelques années, Bonaparte parvient à transformer considérablement le pays, souvent pour le mieux, et à atteindre une relative stabilité. Il a de nombreux partisans tant parmi les élites que parmi le peuple. Mais il est important de se rappeler qu'à l'origine, les consuls étaient élus temporairement pour seulement quelques années. Napoléon lui-même, face à toutes les accusations d'usurpation du pouvoir, affirme qu'il ne s'accroche pas à son poste et qu'il est prêt à partir tranquillement et à s'éloigner de la ville. En général, à ce moment-là, il n'y a vraiment pas de raison de dire que Napoléon envisage une complète usurpation du pouvoir. Mais progressivement, les circonstances changent. D'abord, les partisans de Bonaparte au pouvoir décident de mettre en œuvre une réforme visant à renforcer mes réformes et à maintenir la stabilité. Cependant, il devient rapidement évident que Napoléon aspire déjà à davantage, à savoir un consulat à vie. Cela soulève la question suivante. Que se passera-t-il s'il est tué? Il y a eu de nombreuses tentatives. Dans ce cas, il est nécessaire d'établir un droit de succession. En fin de compte, à la suite d'un plébiscite populaire, Napoléon est déclaré consul à vie, avec le droit de désigner un héritier. Oui, le vote a été partiellement falsifié. Cependant, cela n'affecte pas le résultat global. Sous cette nouvelle réalité, la Constitution change rapidement, et bien que le Parlement et l'apparence des institutions démocratiques demeurent, ils sont en réalité sous le contrôle de Napoléon. Peu de temps après cela,
En 1803, la guerre contre l'Angleterre commence. Le pays forme une nouvelle coalition contre la France. Les principaux alliés deviennent la Russie et l'Autriche. De plus, l'Angleterre ne s'arrête pas là et cherche à kidnapper Napoléon pour rétablir sur le trône Louis XVI. Un nouveau complot contre Napoléon est immédiatement déjoué, impliquant plusieurs politiciens de haut rang en activité. Face à cette menace extérieure et intérieure, Napoléon et son entourage ressentent. C'est-à-dire que Bonaparte, en somme, devenait un monarque. Oui, formellement, le Parlement continue d'exister, et les habitants de la France, contrairement à une monarchie classique, ne deviennent pas vraiment des sujets de Bonaparte. Néanmoins, il est important pour Napoléon que, tout d'abord, tout cela soit également soutenu par le peuple. C'est pourquoi un nouveau plébiscite est annoncé, où la nouvelle majorité se prononce en faveur de l'empereur Napoléon. Mais Bonaparte en veut encore plus. Il a besoin de la sanction de Dieu, c'est-à-dire d'un couronnement. Pour cela, Bonaparte doit rapidement célébrer une cérémonie religieuse de mariage avec Joséphine, car jusqu'alors, leur union n'était que civile. L'acouronnement lui-même devient un événement absolument pompeux dans les meilleures traditions de la monarchie d'avant la Révolution, allant des costumes en fourrure grandiose aux procédures cérémonielles. Pour beaucoup, l'acouronnement apparaît comme un pur et simple farce absurde. De plus, Napoléon ne peut pas être couronné par le pape, comme cela avait toujours été le cas pour les monarques. Cela signifierait que Bonaparte reçoit le pouvoir du pape. C'est pourquoi Napoléon met d'abord la couronne sur sa propre tête, puis sur celle de Joséphine, devenant ainsi l'empereur Napoléon Ier. Pendant ce temps, les opérations militaires, au-delà des frontières de la France, se poursuivent. À la fin de l'année 1805, Napoléon remporte une victoire décisive à Austerlitz contre les troupes unies d'Autriche et de Russie. Bonaparte triomphe, malgré le fort avantage de l'adversaire, et se hâte de signer un traité de paix avec l'Autriche. Cela déplaît à certains maréchaux de son armée, car cela les empêche de poursuivre les troupes de l'empereur russe Alexandre. Mais pour Napoléon, il est crucial de signer rapidement un traité de paix, car les opérations militaires constantes épuisent fortement le budget français, et les problèmes économiques suscitent un fort mécontentement à l'intérieur du pays. La situation des finances est si mauvaise que Bonaparte commence personnellement à surveiller le comptage des bougies au palais. Les dépenses excessives de Joséphine deviennent progressivement un problème. Dans les meilleures traditions monarchiques, Napoléon commence à distribuer des terres européennes à ses proches. L'un de ses frères devient roi de Naples, un autre roi des Pays-Bas. De nouvelles tentatives de négocier avec la Grande-Bretagne et la Russie n'aboutissent à rien. Je suis désolé, mais il semble que le texte soit incomplet. Pourriez-vous fournir le paragraphe entier afin que je puisse le traduire correctement? Les dépenses excessives de Joséphine deviennent progressivement un problème. Napoléon, dans les meilleures traditions monarchiques, commence à distribuer des terres européennes à ses proches. S'il existait de très profondes divergences avec la Grande-Bretagne, datant d'1 siècle, il y avait une chance de parvenir à un accord avec la Russie. Au départ, le tsar Alexandre manifestait même une certaine sympathie pour Napoléon. Cependant, la défaite d'Austerlitz a fortement porté atteinte à son amour-propre, et il désirait se venger. De plus, l'une des raisons du conflit entre la Russie et la France devient la Pologne. La guerre entre la Russie et la France se déroule avec des succès variables et un grand nombre de pertes,
ce qui conduit finalement à la signature du traité de Tilsit en 1807. En plus de ses succès en politique étrangère, Napoléon connaît également des victoires sur le plan personnel. Pendant son séjour à Varsovie, il rencontre Marie Lévès, une comtesse polonaise de 20 ans. Une romance naît entre eux, qui durera longtemps. Waliszka est sans doute l'une des deux femmes avec lesquelles Napoléon éprouve de véritables sentiments réciproques. En France, l'empereur Napoléon est accueilli comme un triomphateur absolu. Peu à peu, on commence à l'appeler Napoléon le Grand. Il distribue généreusement des terres et des privilèges aux personnes loyales. En France, plusieurs milliers de nouveaux princes comptent et... Il distribue généreusement des terres et des privilèges aux personnes loyales. Beaucoup d'entre eux sont issus des classes les plus basses. Il convient de noter que les ascenseurs sociaux sous Napoléon prennent une vitesse incroyable. Avant lui, il était pratiquement impensable qu'un fils de fermier devienne, par exemple, maréchal ou duc. Désormais, cela est devenu possible grâce à diverses distinctions militaires ou civiles. On a l'impression qu'à peu près, à cette époque, peut-être un peu plus tôt, Napoléon commence à perdre la tête à cause de sa propre grandeur et de ses succès. Il oublie que son principal accomplissement, en dehors du champ de bataille, réside dans les efforts collectifs. Désormais, il souhaite tout contrôler lui-même et prendre les décisions qui lui plaisent. L'une des principales erreurs de personnel de Bonaparte est qu'il renvoie son ancien ministre des Affaires étrangères, Talleyrand. Désormais, Napoléon souhaite diriger lui-même la politique étrangère. Mais le problème est que Bonaparte est un bon tacticien, ce qui l'aide sur le champ de bataille, mais un stratège maladroit. Il a du mal à anticiper la situation plusieurs coups à l'avance. Par exemple, il veut contrôler totalement l'un des... Par exemple, il se réjouit de contrôler entièrement l'un de ses alliés, l'Espagne. Pour cela, il place son frère Joseph sur le trône. Cependant, Napoléon ne comprend pas encore que traiter ses alliés comme des vassaux est une stratégie erronée. En fin de compte, il ne vous restera plus d'alliés. Une autre façon de perdre des alliés est de leur nuire par ses actions. Bonaparte le fait dans sa lutte contre la Grande-Bretagne. Il décide de vaincre le pays par le biais de l'économie, fermer tous les ports européens aux navires britanniques, sapant ainsi le commerce et l'économie du pays. Cela, selon le plan de Napoléon, provoquera des révoltes au sein de la Grande-Bretagne et les poussera à négocier avec la France dans des conditions avantageuses. Cependant, Napoléon ne prend pas en compte que les économies de ses alliés européens souffriront également de cela. En même temps, Bonaparte envisage de se doter d'un héritier et, par la même occasion, de se rapprocher de l'une des puissantes monarchies européennes. La meilleure option pour cela est la Russie, car cela renforcerait leur alliance contre la Grande-Bretagne. Le tsar Alexandre a justement 2 sœurs célibataires. Cependant, Alexandre lui-même et sa mère ne sont pas pressés de répondre à la demande de Bonaparte et font traîner les choses. Avec le temps, il comprend qu'il n'obtiendra pas de réponse favorable et commence progressivement à s'intéresser à la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise. Avant cela, l'Autriche avait une fois de plus été vaincue par la France sur le champ de bataille et était devenue une alliée. En fin de compte, l'empereur autrichien accepte et la jeune Marie-Louise, âgée de 19 ans, devient impératrice et sera la 2e femme dont les sentiments seront réciproques. Peu de temps avant cela, Napoléon avait divorcé de Joséphine,
Elle a mal pris la nouvelle du divorce, mais d'une certaine manière, elle s'y attendait. Il n'avait pas d'enfant, et compte tenu des ambitions impériales de Bonaparte, il avait besoin d'un héritier. Napoléon achète plusieurs maisons pour Joséphine et l'assure financièrement. Napoléon a un peu plus de 40 ans. Selon les souvenirs de ceux qui l'entourent, il commence progressivement à faiblir, prenant du poids. Et surtout, il devient moins énergique qu'auparavant. Il existe une théorie selon laquelle il commence déjà à avoir des problèmes avec son hypophyse, cette petite glande du cerveau qui... Du moins, ce problème sera identifié lors de l'examen post-mortem. En 1811, Napoléon a un fils, futur héritier de l'Empire. La France contrôle une grande partie de l'Europe, un territoire gigantesque, avec une population de 170 millions d'habitants. Étant donné que la capitale de l'Empire est Paris, Napoléon entreprend activement de construire et de rénover la ville. Ainsi, en grande partie, la capitale française ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui, grâce à Bonaparte. Cependant, les grands projets et le maintien d'une immense armée pèsent lourdement sur le budget français. En même temps, de nombreux pays européens traversent une crise économique qui touche également la France. Mais surtout, tout le monde comprend qu'une nouvelle guerre se profile, cette fois entre la Russie et la France. Les raisons de cela sont nombreuses. Un conflit pour le territoire de la Pologne. Napoléon semblait vouloir restaurer le royaume de Pologne, mais la Russie s'y opposait, car cela lui enlèverait une partie de son territoire. De plus, Napoléon soutenait la Suède, qui avait l'intention de récupérer son territoire en Finlande. Il y avait également les anciennes rancœurs entre Alexandre et Napoléon. L'ambassadeur de France, en Russie, Caulaincourt, déclare que Napoléon a deux options, soit céder à la Russie une partie du territoire polonais, soit entrer en guerre. Caulaincourt lui-même conseillerait la première option, mais Bonaparte pense que cette concession nuirait à son image et commence à se préparer à la guerre. Napoléon ignore pour une raison quelconque que, d'un point de vue stratégique, la Russie est pratiquement invulnérable. C'est un territoire immense qu'il est impossible de conquérir entièrement et encore moins de contrôler. La France, en revanche, est extrêmement vulnérable. Elle est entourée de pays prêts à se jeter sur l'ennemi à tout moment. Quoi qu'il en soit, Bonaparte lance une campagne militaire qui est considérée comme l'une des plus catastrophiques de l'histoire. Napoléon rassemble une armée gigantesque de plus de 500 000 hommes. Cependant, ce n'est pas l'armée la plus motivée. Les soldats des pays alliés, ainsi que les guerriers français, ne comprennent pas vraiment pourquoi ils se rassemblent pour se battre pour 39 terres, de la frontière natale, de Paris, à la frontière de la Russie, et de la frontière de la Russie à Moscou. De plus, Napoléon ne perçoit toujours pas Alexandre comme un ennemi, mais plutôt comme un allié qu'il faut remettre à sa place. Le plan approximatif de Bonaparte est le suivant. Il traverse la frontière avec la Russie, s'installe dans la région de Smolensk ou de Minsk, où ses troupes passent l'hiver en s'approvisionnant grâce aux ressources du territoire étranger. Si Alexandre ne donne pas de réponse positive, alors après la fin de l'hiver 1813, Napoléon prend Moscou. En juin 1812, les troupes de Bonaparte traversent la Russie dans le nord-ouest du pays. L'une des erreurs de Napoléon réside dans la sous-estimation du terrain. Contrairement à l'Europe, où les localités sont densément peuplées et reliées par des routes, ici, il est confronté à des zones difficilement accessibles et à des localités extrêmement rares. Au cours du premier mois, les troupes russes se retirent de manière systématique, presque sans combat. Napoléon, quant à lui,
perd des dizaines de milliers de soldats à cause de la chaleur, des pluies, des tempêtes, des maladies et du manque de provisions, qui sont difficiles à acheminer. Napoléon prend les villes de Vitebsk et de Smolensk, croyant sincèrement qu'en raison de cette retraite, Alexandre perdra complètement sa réputation et que et des localités extrêmement rares. Bien que de nombreux généraux dissuadent Bonaparte de se diriger vers Moscou, il avance néanmoins. Au début septembre, la première bataille significative de cette campagne a lieu, la bataille de Borodino, une bataille sanglante, au cours de laquelle plus de 40 000 soldats russes et 30 000 soldats français perdent la vie. Formellement, la victoire revient à Napoléon, mais d'un autre côté, il est difficile de parler de victoire. Le commandant de l'armée russe, Koutouzov, décide de se retirer et de reconstituer ses ressources. Il le fait en direction de Moscou afin d'attirer les troupes françaises derrière lui, et il a raison. À la mi-septembre 1812, Napoléon entre à Moscou. Bonaparte pensait à tort que la victoire sur l'adversaire et la prise de la capitale, qu'il considérait comme la ville principale, signifieraient la victoire. Cependant, entrer dans une ville déserte ne ressemble pas à une victoire. La plupart des habitants ont quitté Moscou, et sur ordre du gouverneur, de nombreux bâtiments ont été incendiés avant leur départ. Étant donné que la majorité des constructions sont en bois, le feu se propage. Un bâtiment en flammes n'est pas un cas isolé. Il la considérait comme la ville principale, et cela signifierait la victoire. Le feu se propage. Il n'y a presque aucune provision dans la ville. Napoléon menace Alexandre, disant qu'il peut attendre à Moscou aussi longtemps qu'il le souhaite, mais en réalité, il ne le peut pas. Les soldats n'ont tout simplement rien à donner à manger aux chevaux. Les maréchaux de Napoléon lui suggèrent de se retirer avant que les grands froids ne commencent, vers la région de Smolensk ou de Toula, mais Bonaparte tarde et pense que ce retrait sera perçu comme une défaite. Parmi les erreurs clés, s'il s'était retiré en septembre ou au début d'octobre, tout aurait pu se dérouler différemment. En fin de compte, à la fin octobre, Napoléon quitte la capitale avec son armée en direction du sud, dans une tentative de poursuivre Koutouzov. Après une bataille infructueuse à Maloyaroslavets, Bonaparte décide de se retirer vers Smolensk. Au début novembre, de fortes gelées s'installent. Les soldats de Napoléon n'ont pas de vêtements chauds. Beaucoup gèlent littéralement à mort ou perdent des membres. En novembre, la température descend en dessous de 0. Faute de provisions, les soldats commencent à manger des chevaux et des chiens. De plus, l'armée de Napoléon est progressivement poursuivie par les troupes de Koutouzov. En fin de compte, tout en continuant à perdre des hommes, Napoléon traverse la frontière de la Russie et, en novembre, la température descend en dessous de 0. Au cours de la campagne, il perd près d'un demi-million de soldats, et seulement un quart d'entre eux sont des pertes au combat. Napoléon a reconnu à plusieurs reprises qu'il se trouvait dans une position beaucoup plus vulnérable que les monarques européens. Lui, un provincial devenu à la tête du pays en grande partie par accident, doit constamment prouver sa compétence, gagner sans relâche. Les monarques européens peuvent se permettre de perdre bataille après bataille, de perdre des territoires, et ils resteront néanmoins assis sur leur trône. C'est peut-être pourquoi, immédiatement après l'échec de sa campagne en Russie, il planifie une nouvelle offensive, rassembler encore plusieurs centaines de milliers de soldats et prendre sa revanche. Pendant ce temps, le tsar Alexandre se considère comme le sauveur de l'Europe et s'approche progressivement du territoire français.
Les anciens alliés de Napoléon rejoignent un à un la coalition contre lui. En fin de compte, même l'Autriche se détourne de Napoléon, malgré le fait qu'il soit marié à la fille de l'empereur. Bonaparte perd rapidement des territoires, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Napoléon souhaite négocier, mais à chaque. En mars 814, c'est exactement ce qui se produit. Napoléon se trouve alors à quelques heures de Paris. Son armée ne compte que 40 000 hommes. On lui demande d'abdiquer. En échange, il recevra la possession de l'île méditerranéenne d'Elbe, où il pourra s'installer avec sa famille. Bonaparte accepte l'Elbe. Un bataillon de 600 hommes l'accompagne, tandis que ses proches, Marie-Louise et son fils, restent en Autriche. L'île d'Elbe n'est pas l'endroit le plus accueillant. C'est une petite île avec une population de 12 000 personnes. Au début, Napoléon essaie d'y mener des réformes actives, réformer les tribunaux, construire des routes, etc. Mais peu à peu, son enthousiasme s'estompe. D'une part, il manque de financement. D'autre part, la nouvelle de la mort de Joséphine, décédée d'une pneumonie au début de 815, le touche profondément. Des rumeurs parviennent à Napoléon en provenance de France, bien que de nombreux Français aient initialement été ravis du rétablissement de la monarchie de Louis XV. Bonaparte décide de s'échapper d'Elbe et de retourner en France. Napoléon se voit comme le sauveur, prêt à sauver son pays natal. Encore une fois, à la surprise de beaucoup, il s'avère que les troupes soutiennent toujours Bonaparte, ce qui lui permet d'atteindre Paris presque sans encombre. Louis s'enfuit en Belgique voisine. Napoléon entre dans le palais des Tuileries sous les acclamations de la foule en liesse. Bonaparte forme rapidement un nouveau gouvernement et informe les souverains européens qu'il n'exécute que la volonté du peuple. Il n'est pas exagéré de dire que le retour de Napoléon d'Elbe suscite l'horreur parmi les Alliés, qui sont déterminés à agir. La bataille décisive de Bonaparte contre l'armée des Alliés a lieu près du village belge de Waterloo en juin 1815. L'armée de Napoléon est largement inférieure en nombre et il subit une défaite, après quoi il retourne à Paris et abdique une seconde fois. Cette fois, Napoléon est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, une petite île de l'océan Atlantique, et c'est un véritable exil. Bonaparte est constamment surveillé par les Britanniques. Bonaparte est constamment surveillé par des officiers britanniques. Il vit dans une maison modeste, avec quelques serviteurs, et en raison de la situation de l'île, il souffre d'un manque constant de produits frais. Il est assez problématique de les faire venir d'Afrique. Ce ne sont pas du tout les conditions auxquelles l'empereur de France était habitué. Cependant, il n'existe aucune preuve que, durant ces 5 années sur l'île, Napoléon ait planifié ou même souhaité s'évader. Progressivement, son état de santé se détériore, il souffre de douleurs abdominales et il sort presque plus de chez lui. Napoléon meurt au début de mai 1821 à l'âge de 51 ans. L'autopsie déterminera que la cause de sa mort est un cancer de l'estomac. En lisant la biographie de Bonaparte, il devient clair pourquoi les débats sur son règne ne cessent de perdurer jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, il est impossible de nier son influence positive, non seulement sur la France moderne, mais aussi sur le monde entier. Les réalisations de Napoléon dans le domaine du droit et de l'organisation étatique sont utilisées par de nombreux pays. Il a accompli beaucoup dans le domaine de l'éducation, du développement de la culture et des arts. En fin de compte, il est devenu empereur de France sans en être le fils. D'un autre côté, c'est un homme qui n'a manifestement pas su résister à l'épreuve du pouvoir. Bien sûr, il n'était pas Hitler du XIXe siècle
ou un dictateur impitoyable, mais plutôt un provincial profondément peu sûr de lui, à qui un immense pouvoir est parvenu en grande partie par accident. Une fois qu'il l'a obtenu, il n'a plus pu s'arrêter. Oui, j'allais presque oublier le pénis de Napoléon. L'histoire est que, lors de l'autopsie de son corps, certaines parties de Bonaparte ont été prélevées et ont disparu, y compris son pénis. Finalement, il a refait surface au XVe siècle. Au début des années 1970, un urologue américain l'a acheté pour sa propre collection. Il est évident qu'avec le temps, l'organe s'est desséché en raison de sa taille modeste. Cela a également donné un nouvel élan de popularité à l'expression « complexe de Napoléon ». Cependant, il est impossible de dire avec une certitude absolue que cet organe appartenait bien à Napoléon. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel est que si, même après plusieurs siècles, nous discutons de tels détails infimes de la vie d'un homme, alors... Il semble qu'aucun texte ne m'ait été fourni à formater. Veuillez fournir un bloc de texte sur lequel vous souhaitez que je travaille, et je serai heureux de vous aider.